L'entretien conseil en pédagogie. Souvent, ce mot fait un peu peur, n'est-ce pas? On pense tout de suite à une inspection, à un moment de jugement. Mais et si on changeait complètement la perspective? Si on transformait cet entretien en un vrai levier de développement pour les enseignants au Togo? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Une méthode pour opérer un véritable changement de posture. Voilà la question centrale. C'est le défi de chaque tuteur, de chaque conseiller pédagogique. Comment est-ce qu'on arrive à créer un moment qui construit, qui aide à avancer, au lieu de sanctionner? Eh bien, cette analyse propose justement une méthode structurée pour y parvenir. Alors voici notre feuille de route pour aujourd'hui. On va voir cet entretien comme un voyage. On commencera par la phase 1, créer la confiance. Puis la phase 2, le cœur du sujet, analyser la pratique. Ensuite, la phase 3, construire l'avenir. Et on terminera par une petite synthèse sur ce nouveau rôle de tuteur. C'est parti. Le tout premier changement, il se passe dans la tête. Il faut voir cet entretien non plus comme un événement isolé, mais comme un véritable voyage, un parcours qu'on fait à deux, le tuteur et l'enseignant. On abandonne complètement la logique de l'évaluation pour entrer dans une logique de collaboration. Et ça change tout. Ce voyage, il se déroule en 3 actes, très logiques. Premièrement, on bâtit les fondations, la confiance, c'est la base de tout. Deuxièmement, on analyse, on décortique ensemble la pratique de classe, sur la base de faits. Et troisièmement, c'est crucial, on transforme cette analyse en un plan d'action concret. C'est cette structure qui rend le processus vraiment efficace. Allez, on commence par la première phase, parce que rien de solide ne peut se construire sans confiance. L'objectif ici, il est simple, mais il est absolument fondamental. Il faut créer un espace où l'enseignant se sente assez en sécurité pour parler librement de sa pratique, y compris de ses difficultés, sans jamais avoir peur d'être jugé. Et pour ça, le premier repère est très simple. L'entretien doit toujours commencer par une question large, une question ouverte. Par exemple, alors, pour vous, comment s'est passée cette séance ? Ça permet à l'enseignant de démarrer avec son propre ressenti et de poser lui-même le cadre de la discussion. Ok, le climat de confiance est installé. On peut maintenant entrer dans le cœur du réacteur, la phase d'analyse. C'est là que le vrai travail commence. L'objectif, c'est de passer des impressions générales, des grands sentiments, à l'examen de faits précis, concrets, observables. Prenons une phrase qu'on entend très souvent. Mes élèves sont faibles. C'est un jugement global, une impression. C'est un point de départ intéressant, bien sûr, mais on ne peut pas analyser une généralité. C'est beaucoup trop vague. Et c'est là que le rôle du tuteur devient absolument essentiel. Le deuxième repère, c'est donc d'utiliser une question de relance. Face à cette affirmation générale, le tuteur va guider l'enseignant vers quelque chose de concret. D'accord, mais pouvez-vous me raconter une situation précise où vous avez observé ça? On cherche à ancrer la discussion dans la réalité de la classe, dans le vécu. Et ça nous amène au principe fondamental de cette phase. La véritable analyse ne peut commencer que lorsque l'on parle de faits situés. Tant qu'on reste dans le « je pense que », on brasse de l'air. L'analyse démarre quand on entre dans le « j'ai observé que », à tel moment il s'est passé ça. Et pour y arriver, il y a un outil très puissant. C'est l'effet miroir. Le tuteur va utiliser des traces objectives, des faits qu'il a notés pendant l'observation. Il ne donne pas son opinion, il tente un miroir. Il va dire « J'ai noté qu'à 10h15, 3 élèves au fond de la classe discutaient entre eux. » C'est un fait, pas un jugement. Et c'est ça qui est fort. Ça désamorce la défensive et ça ouvre à une analyse partagée. La puissance de cette approche, elle est là. Quand on est enseignant, en pleine action, au cœur de sa classe, on ne peut pas tout voir, c'est juste impossible. Les faits objectifs que rapporte le tuteur agissent vraiment comme un miroir qui permet de prendre conscience de certains aspects de sa propre pratique qui nous auraient complètement échappé. Parfois, bien sûr, l'enseignant peut se justifier et expliquer pourquoi les choses se sont passées comme ça. C'est normal, c'est humain. L'ancienne approche, elle, aurait vu ça comme un obstacle. Mais cette méthodologie nous dit tout le contraire. La résistance, la justification, c'est une mine d'or, c'est une porte d'entrée pour comprendre le raisonnement de l'enseignant. Pour explorer ce raisonnement, on utilise le 5e repère. On déplace le focus sur l'intention pédagogique. Avant même de regarder ce qui s'est passé, on demande quel était votre objectif à ce moment précis. Qu'est-ce que les élèves devaient comprendre ou savoir faire? Une fois que cette intention est bien claire, là, on peut revenir aux faits. Et on compare. On met en parallèle l'objectif qui était visé avec les actions qui ont été menées et surtout avec les effets qu'on a pu observer sur les élèves. Est-ce qu'ils participaient? Avaient-ils l'air de comprendre? Et c'est là précisément que se trouve ce qu'on appelle l'écart analytique. C'est cet espace, parfois grand, parfois petit, entre ce que l'enseignant voulait faire et ce qui s'est réellement produit.
Cet écart, attention, ce n'est pas une faute. C'est le terrain le plus fertile qui soit pour la progression professionnelle. Au fond, le but de toute cette phase d'analyse, c'est de rendre visibles les gestes professionnels. On aide l'enseignant à mettre des mots sur ce qu'il fait, donner une consigne, interroger un élève et à connecter directement ces gestes aux effets que ça produit sur l'apprentissage. L'analyse est faite, super, mais le travail n'est pas du tout terminé. On entre maintenant dans la phase qui donne tout son sens à l'entretien, la construction de l'avenir. Le but, ce n'est pas de s'arrêter au constat, c'est de transformer cette analyse en action. L'objectif ultime, il est là. Le tuteur guide l'enseignant pour qu'il puisse juger par lui-même de l'efficacité de ses actions. La question n'est plus « est-ce que j'ai bien fait ?», mais « est-ce que ce que j'ai fait a été efficace pour atteindre mon objectif ?» C'est un basculement complet vers l'autonomie. La différence avec les pratiques habituelles, elle est éclatante. Avant, on terminait sur un constat final, qui sonne comme un jugement et qui place l'enseignant en situation de passivité. Maintenant, on termine sur un plan de progrès. Ce n'est plus un point final, c'est un point de départ. L'enseignant se met en action. Voilà le point crucial. S'il n'y a qu'une seule chose à retenir de toute cette méthode, c'est cette idée. L'entretien conseil n'a de valeur que s'il débouche sur une projection, un engagement, une action future qui est choisie par l'enseignant lui-même. Bon, pour finir, résumons le rôle du tuteur dans ce nouveau cadre. On le voit bien, ce n'est plus un inspecteur ni un juge. Son rôle est beaucoup plus riche. Il est à la fois un guide, un miroir et un véritable partenaire de développement. Donc pour récapituler, en phase 1, on crée la sécurité. En phase 2, on guide l'analyse sans jamais juger en s'appuyant sur des faits. Et en phase 3, on co-construit un plan d'action qui soit réaliste. Et l'objectif global derrière tout ça, c'est toujours de renforcer la capacité de l'enseignant à réfléchir sur sa propre pratique. Tout ça, au final, nous ramène à l'essentiel. Parce qu'au-delà de la méthode, il s'agit bien d'accompagner des professionnels dans leur développement. La vraie question devient alors, avec ces outils en main, quel enseignant pourra-t-on aider à se transformer dès demain ?